L'iPad a été une de mes plus grosses erreurs. J'avais un iPhone, j'avais un Mac, je ne comprenais donc pas le sens de ce produit. Un produit qui était à l'époque pour moi un simple iPhone atteint de gigantisme. Mais Apple avait une vision, et aujourd'hui nous le savons tous, l'iPad est un peu plus qu'une tablette, à un point tel qu'on peut légitimement se demander ce qui reste au Mac. Aujourd'hui on teste l'iPad Pro M4 dans sa version 11 pouces. Apple a toujours fait évoluer progressivement ses produits, les ruptures totales sont rares. L'iPad Pro M4 ne bouleverse donc pas la gamme, les fondamentaux restent les mêmes et on conserve le format que nous connaissons, avec quelques changements toutefois. Le plus important touche au châssis, il est plus fin que la génération passée, comptez 5,3 mm sans le module photo sur la version 11 pouces et 5,1 mm sur la version 13 pouces. Impressionnant mais le meilleur reste à venir, le poids est aussi en baisse. Le modèle le plus compact passe ainsi à 444 grammes contre 462 grammes pour le modèle précédent en version Wi-Fi. Quant au grand modèle, il ne dépasse pas les 579 grammes alors que l'ancien modèle atteignait les 617 grammes, toujours en version Wi-Fi. Sur le papier, la différence ne semble pas conséquente, mais il en va tout autrement lorsqu'on prend la tablette en main. Les iPad Pro M4 sont beaucoup plus agréables à utiliser. L'autre différence a trait à la caméra frontale, elle passe à l'horizontale, elle est donc placée sur la plus grande longueur de la tablette. Un choix logique qui répond à une problématique d'usage, l'iPad est plus utilisé à l'horizontale qu'à la verticale. Mais quel modèle choisir entre la version 11 pouces et la version 13 pouces? Pour vous répondre, le mieux reste encore de m'appuyer sur mon expérience personnelle. Mon ancien iPad Pro atteignait les 12,9 pouces de diagonale. À l'époque de son achat, je voulais une machine capable de remplacer mon Mac en déplacement. Et effectivement, il offrait exactement le même confort d'utilisation en saisie ou même en création une fois placé sur son Magic Keyboard. Cela étant, il était aussi plus lourd et plus encombrant. Il l'était même presque autant que mon MacBook Pro de 14 pouces, ce qui m'a poussé à plusieurs reprises à préférer ce dernier. Cette fois, j'ai donc opté pour un iPad Pro de 11 pouces et je ne regrette absolument pas. Je ne regrette pas car ce qu'on perd en affichage, on le gagne en transportabilité. Il tient dans un petit sac et son poids allégé aide à l'oublier. Mais surtout les 2 pouces manquants ne lui interdisent pas les usages les plus gourmands. Mais ça on en reparle un petit peu plus tard. La vraie rupture ne se trouve cependant pas du côté du design. L'iPad Pro M4 apporte surtout du changement sur le plan technique. Il est pour commencer le tout premier iPad à proposer un écran OLED. Ou plutôt un écran composé de 2 dalles OLED. Un choix qui peut paraître curieux mais qui s'explique assez facilement. Apple ne voulait pas d'un retour en arrière. Les iPad Pro précédents embarquaient effectivement une dalle mini LED. Et si cette technologie est très loin d'égaler l'OLED, elle reste plus performante sur un point en particulier, la luminosité. Le seul moyen de conserver des seuils équivalents consistait donc à utiliser 2 écrans OLED. Cet écran affiche en tout cas des performances exceptionnelles. Les noirs sont vraiment noirs bien sûr, mais les couleurs sont aussi plus vibrantes. Un véritable régal dans les films ou dans les séries, d'autant que l'image est soutenue par un volet sonore très solide. L'iPad Pro M4 se montre en effet efficace dans cet usage, et il est surtout capable de générer un son spatialisé. L'immersion est donc renforcée sur les contenus compatibles. Toutefois, acheter un iPad Pro pour regarder des films et des séries n'a pas vraiment de sens. La gamme vise des usages plus poussés. Et justement, cette dalle OLED se montre extrêmement efficace dans tout ce qui a trait à la création de contenu, que ce soit la retouche photo ou même l'illustration. Les couleurs sont vibrantes et on prend beaucoup de plaisir à retoucher ses photos ou même à dessiner. Précisons d'ailleurs que l'iPad Pro M4 prend en charge l'intégralité du DCI-P3. J'avais évidemment peur de me sentir un petit peu à l'étroit sur un écran de 11 pouces, mais ce n'est pas le cas. Cette diagonale suffit amplement pour écrire ses courriers, pour retoucher ses photos, pour dessiner ou même pour monter des vidéos. Et lorsque nous aurons besoin d'un peu plus de place, nous pourrons toujours connecter l'iPad à un écran externe. Mais si le nouvel iPad Pro excelle dans tous ses usages, ce n'est pas uniquement grâce à son écran, c'est aussi en grande partie grâce à sa puce, le M4, une puce gravée en 3 nanomètres qui embarque sur les modèles d'entrée de gamme un CPU de 9 cœurs, un GPU de 10 cœurs avec le support du ray tracing matériel et un Neural Engine de 16 cœurs, pour une bande passante de 120 Go par seconde et pas moins de 8 Go de mémoire vive. Précision qui a son importance, les modèles de 1 et de 2 Tera vont un petit peu plus loin. Ils ont droit à un 10e cœur sur la partie CPU et surtout à 16 Go de mémoire vive. Et oui, ça agace un peu. Mais quoi qu'il en soit, dans la vie de tous les jours, il faut reconnaître que ce M4 en a sous le coude. La retouche photo lui glisse totalement dessus, même avec des RAW non compressés de 60 mégas. Chaque retouche, chaque changement est immédiatement répercuté sur l'image. Le M4 se montre aussi très efficace sur les tâches faisant appel à l'IA, comme sur le débruiteur de Photomator. Aucun problème non plus sur le montage vidéo. DaVinci Resolve fonctionne extrêmement bien sur l'iPad Pro M4 et sans avoir besoin de passer par des proxys. Je n'ai noté aucun ralentissement sur le dérochage ou même lors de la mise en place d'effets.
Même chose pour le module consacré à l'étalonnage. Il reste réactif en toute occasion, que ce soit sur l'application des LUT ou sur les outils permettant de modifier la colorimétrie. Les jeux ne lui donnent pas non plus de fil à retordre. Genshin Impact fonctionne à merveille avec tous les paramètres graphiques à fond. Même chose pour les titres AAA comme Resident Evil Village. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'une vidéo entièrement consacrée aux performances de l'iPad Pro M4 vous attend sur la chaîne, avec des benchmarks comparatifs et plein de cas d'usage différents. La puissance ne fait évidemment pas tout. L'autonomie est aussi un critère important sur un appareil destiné à des usages nomades, et ici je m'attendais évidemment à un léger recul compte tenu de la finesse de la tablette. Mais ce n'est pas le cas. L'iPad Pro se montre extrêmement endurant, même sur des usages très gourmands, même en jonglant avec plein d'applications et même en jouant. Alors bien sûr ici tout va dépendre des usages, mais il tient chez moi entre une journée et demie et 2 jours sans difficulté, avec une utilisation mixte ou une journée de travail en usage intensif. Il fait donc mieux que mon iPad Pro M1 qui embarquait pourtant une batterie de plus grande capacité. L'iPad Pro M4 est donc un monstre de puissance, et disons-le clairement, sur le plan technique, il n'a rien à envier au Mac. Mais voilà, le volet matériel ne fait pas tout. Le logiciel joue lui aussi un rôle capital. Or justement, iPadOS est clairement tourné vers le tactile, c'est sa raison d'être. Tout est donc fait pour faciliter la navigation au doigt, et cela veut également dire que les ingénieurs de l'entreprise ont été obligés de simplifier au maximum son fonctionnement, celui de la plateforme, mais également des outils qui l'agrémentent. Et cette recherche de simplicité a induit une rupture. Le Finder, par exemple, est beaucoup plus complet que Fichier, et c'est la même chose pour toutes les autres applications natives. Toutefois, l'iPad Pro peut compter sur une fonction qui fait toute la différence. Stage Manager, une fonction qui a justement pour but de donner un peu plus de flexibilité à iPadOS. Comment me direz-vous? Eh bien tout simplement en lui permettant de bénéficier d'un système de fenêtres à part entière. Un système qui prend tout son sens lorsque l'iPad Pro est accroché à son Magic Keyboard ou même lorsqu'il est connecté à un écran. Dans cette configuration, la frontière entre macOS et iPadOS est un peu plus ténue, un peu plus fine, suffisamment en tout cas pour qu'on l'oublie. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers une autre vidéo dédiée. Une vidéo dans laquelle je vous raconte mon expérience après avoir remplacé mon Mac par un iPad Pro. En revanche, ils subissent quand même un problème, et il se situe du côté des applications. Les développeurs ont pendant longtemps considéré l'iPad comme un gros iPhone. Ils se contentaient donc de portages simplistes. Tout a cependant changé au début des années 2010. Plusieurs éditeurs ont en effet annoncé des applications plus complètes, comme l'excellent Procreate. Une nouvelle dynamique s'est alors mise en place. Apple a ensuite franchi un nouveau palier en intégrant des puces M à ses tablettes, soit les mêmes puces que celles présentes à bord de nos Mac. Un formidable coup d'éclat. Un coup d'éclat qui a entraîné une nouvelle mutation de la gamme. L'iPad s'est musclé et il a vu arriver des applications hors normes, comme l'incroyable DaVinci Resolve. Et à partir de ce moment, nous pensions tous que les vannes étaient enfin ouvertes. Et on s'attendait bien sûr à ce que d'autres éditeurs franchissent le pas à leur tour. Comme Adobe par exemple, qui s'est toujours très bien entendu avec Apple et qui a les moyens de ses ambitions. Mais cela n'a pas été le cas. En réalité, Apple a été le seul à remettre le couvert avec une version iPad pour Final Cut Pro. Une version qui fait cependant l'impasse sur un bon nombre de fonctionnalités majeures, comme l'importation de LUT par exemple, ou encore la synchronisation des effets. Des manques difficiles à comprendre. Et finalement, il se trouve ici la friction. iPadOS n'est pas le problème de l'iPad. Le problème de l'iPad, ce sont les gros éditeurs. Et j'espère sincèrement qu'ils vont se réveiller. L'iPad Pro M4 brille par sa flexibilité, mais il ne se suffit pas à lui-même. Et si vous voulez l'exploiter de la meilleure manière possible, vous aurez fatalement besoin de l'un de ces deux accessoires, le Magic Keyboard 2 et le Pencil Pro. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Le Magic Keyboard 2, pour commencer, marque une véritable rupture par rapport au modèle précédent. Le format reste inchangé, bien sûr, mais Apple a profité de l'occasion pour revoir intégralement sa copie. Le clavier est ainsi intégré à une plaque en aluminium brossé, une plaque directement collée sur la structure de l'accessoire. Et si elle lui donne beaucoup de cachet, elle aura surtout pour mérite de le rendre plus durable. L'aluminium résiste en effet mieux au frottement et il est aussi plus facile à nettoyer. Apple a également modifié en profondeur le pavé tactile. Il est en verre et il intègre désormais des retours haptiques. Il vibrera donc lorsque nous l'actionnerons. Un changement subtil mais qui contribue à améliorer l'expérience utilisateur en gommant un peu plus la frontière entre l'iPad et le Mac. Une tendance renforcée par l'intégration en haut du clavier d'une nouvelle rangée de touches de raccourcis, des touches similaires à celles présentes sur le clavier de nos Mac. Elles permettront par exemple de modifier la luminosité de la dalle, le volume sonore ou même d'accéder à des fonctions utiles comme la recherche et les multitâches. Le Pencil Pro apporte lui aussi plusieurs améliorations notables comme le retour haptique, la rotation du corps ou encore le pincement. Un pincement très pratique puisqu'il permet d'accéder plus facilement au panneau d'outils du stylet, du moins dans les applications qui le supportent. Car ces applications n'ont pas encore toutes été mises à jour.
Procreate, par exemple, ne l'intègre pas. Et pourtant, il est bien reconnu par Freeform, Note ou encore GoodNote 6. Maintenant, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le pincement ne soit reconnu dans toutes les applications exploitant le Pencil. Et puis, il y a aussi cette fonction sur laquelle Apple n'a pas du tout communiqué. Lorsque vous sélectionnez un outil et que vous approchez le Pencil Pro de l'écran de l'iPad Pro M4, vous voyez son ombre. Pas celui du stylet, celui de l'outil sélectionné. Ce n'est bien évidemment qu'un détail et ça ne changera pas la face du monde. Mais c'est quand même amusant de voir que la firme a pensé à ça. Je pense que vous l'avez compris, mais j'adore mon iPad Pro M4. J'adore son look bien sûr, mais aussi son magnifique écran OLED. Mais surtout ce que j'aime, c'est que je sais qu'il sera capable de répondre à mes besoins pendant plusieurs années, grâce à sa puce M4. Toutefois, il faut aussi rester lucide. Et en l'occurrence, il y a tout de même quelques points qui me déçoivent. En fait, il y en a deux. Le premier, c'est le Wi-Fi. L'iPad Pro M4 prend en charge le Wi-Fi 6E et il fait l'impasse sur le Wi-Fi 7. Et ça, clairement, c'est un oubli qui est peu justifiable. Le Wi-Fi 7 va forcément se démocratiser dans les années à venir et avec lui, de nouveaux usages devraient émerger. Des usages auxquels l'iPad Pro M4 n'aura donc pas droit. Et c'est évidemment agaçant, mais ça l'est beaucoup moins que les différences de configuration entre les différents modèles d'iPad. Réserver le 10e cœur du CPU et les 16 Go de mémoire vive au modèle 1TB et 2TB, sincèrement, c'est une erreur. Ce choix aurait été compréhensible sur des tablettes orientées milieu de gamme, mais pas sur un produit qui est proposé à partir de 1219 €. Pour ce prix-là, il est clairement difficile d'accepter ce genre de compromis. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet de l'iPad Pro M4. J'espère comme toujours que cette vidéo aura répondu à vos questions, et si ce n'est pas le cas bien sûr, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire à la suite, et je tâcherai d'y répondre dans les meilleurs délais. Pour le reste, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué, il suffit de lâcher un petit like, et bien sûr de vous abonner à la chaîne. Mais si vous le faites, pensez à activer la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end, et on se retrouve très vite, ici, mais également ailleurs. Ciao.